On va se donner une dizaine de minutes d'échange, ensuite on va aller vers la conclusion, on respecte assez bien nos horaires, mais je trouve qu'on peut se faire plaisir en disant que la question a été bien formulée. C'est la tolérance suffit-elle? Et donc on a compris à travers vos deux interventions, certes il faut de la tolérance, un certain niveau de visée, d'exigence, mais il n'y a pas que ça. Et on a vu à quel point la tolérance, ça peut être aussi l'indifférence. Mais le fait que vous tolériez certaines choses que nous, a priori, parce qu'on ne comprend pas, parce qu'on a peur, on ne tolérerait pas, on refuserait, ça générait les peurs, c'est aussi une médiation pour nous permettre d'accepter des choses qu'on n'accepterait pas. Et c'est vrai que dans le milieu du soin, du sanitaire, du médico-social, mais aussi dans d'autres milieux, on a des médiateurs qui nous éduquent aussi à l'acceptation de l'autre, à ce point différent, voire dans certaines de ces expressions hostiles, qu'on en a peur, qu'on a envie de le fuir et qu'on a d'une certaine manière envie de le rejeter de la société. Et c'est vrai que toute l'éthique biomédicale, par exemple, est née après la Shoah, dans un contexte où l'intolérance a été poussée jusqu'à ces derniers feux. Et puis on est contemporains aujourd'hui au quotidien. Allez voir l'émission hier sur Arte, sur ce qui se passe en Syrie. On voit ce que c'est la tolérance en tant que barbarie. Donc je pense que c'était un très bon sujet à prendre en compte. Mais il faut aussi comprendre au quotidien, et nous les entendons, les professionnels qui à un moment donné saturent et disent ça je ne tolère plus. Je ne tolère plus l'irrévérence à notre égard, je ne tolère plus l'ingratitude, je ne tolère plus la maltraitance institutionnelle, je ne tolère plus ces malades qui n'ont que des droits, je ne tolère plus ces gens qui nous mettent en cause. Bref, il y a une espèce de cumul et je pense donc qu'il faut une intelligence de ces questions. C'est pour ça que c'est intéressant dans le contexte qu'il note de poser ces questions, d'oser ces questions et ensuite que les gens les reprennent, les approprient. Et donc on a compris que certes la tolérance, mais à pas n'importe quelle condition. Alors on va se donner quelques minutes. Alors, non, tu vas pouvoir réagir. Je sais que c'est très très dur, mais quand j'ai le micro, moi j'ai du mal à me le faire arracher. Vous ne savez pas que j'ai oublié, j'ai travaillé pendant 14 ans à France Culture et on ne posait pas ce genre de procès d'intention. Qui est-ce qui veut réagir? Ne me faites pas le coup de dire alors que je... Voilà, il en faut un ou deux. D'habitude... Ah, ouais. Oui, je vous en prie. Et Domitil, oui, je vous en prie. C'est pas la brièveté. Ça va être très bref et c'est pas du milieu médical, je m'en excuse. Mais c'est un questionnement. Moi, j'ai des responsabilités dans une association qui s'occupe d'aide à domicile. Et j'ai bien entendu cette question de la tolérance, mais on fait un peu comme s'il y avait une évidence de cette tolérance. Et moi, il me semble qu'on a abordé rapidement tout à l'heure dans un des petits films la question de l'apprentissage collectif de cette tolérance. Et il me semble qu'aujourd'hui, un des points qui nous pose question dans notre société, c'est le fait que ce n'est pas du tout partagé et que cette tolérance, elle est à géométrie variable totale et que quand on a des gens qui interviennent auprès de personnes en fin de vie, par exemple, c'est extrêmement compliqué quand vous avez 2 ou 3 personnes différentes qui vont intervenir, chacune avec son système et sa géométrie. Et on fait quoi? Et c'était rapide. Voilà. Merci de cette belle intervention. Mais vous pouvez avoir une légitimité à intervenir même quand vous n'êtes pas un professionnel du soin. Et tant mieux. Et tant mieux. Et je vais supprimer son papier parce qu'elle voulait nous le lire. Vous le lirez sur le site bientôt. Donc c'est confisqué. Vas-y. Bonjour. Domitil Guenot-Peureux. Moi, je suis infirmière clinicienne en équipe mobile de soins palliatifs. Moi, je pose juste une question, c'est-à-dire la tolérance implique-t-elle que de travestir ses valeurs? Il me semble que voilà, on n'arrête pas de dire on stigmatise l'intolérance. Il faut être tolérant à tout, sans doute, et plus que jamais, sans doute parce que la tolérance est le socle de notre démocratie. Liberté, égalité, fraternité, ça ne peut pas se faire sans tolérance. Mais faut-il tout tolérer et voilà, moi je me pose des questions dans le cadre du soin, vis-à-vis des situations ambiguës. Jusqu'où a-t-on le droit, nous donne-t-on encore le droit d'être intolérant lorsque cette intolérance est le dernier rempart à l'inacceptable?
Et vous pouvez l'applaudir parce que vous voyez, sans le papier, elle l'a quand même très très bien dit. Hein. Voilà. Vous retrouverez Domitil sur le site avec son papier intégral. Vous verrez que c'était très important. Merci de cette intervention. Alors, moi, je voudrais juste reprendre on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais la fin de la phrase que l'on oublie souvent, c'est « mais il faut que chacun en prenne sa part ». Voilà. Moi, cette question, la tolérance suffit-elle, me renvoie à quelle tolérance avec moi-même dans l'accompagnement? Précisez votre propos. Ah, je précise. Oh, bah, c'est venu comme ça. Donc, il y avait que la proximité avec les autres m'avait appris à suspendre le jugement que j'avais sur moi-même à partir de ce qui me constituait, c'est-à-dire l'éducation qu'on m'avait donnée, la culture dans laquelle j'avais baigné et des principes et des valeurs qui m'avaient été inculqués et auxquels j'avais adhéré, puisque j'ai été passée à l'âge adulte à un moment donné. Donc, en même temps que ça renvoyait cette tolérance à ce que j'apprenne finalement à me connaître un petit peu plus et à reconnaître ce qui m'habitait profondément et dans l'instant et après la rencontre avec un malade, dans l'instant de la rencontre et après la rencontre, toujours savoir voilà, ce qui m'habitait dans ces moments-là. Cette tolérance avec moi-même, c'était me dire quelle compassion tu as avec toi-même au sens de l'équilibre que je trouvais pour moi. C'est-à-dire ce dans quoi je pouvais trouver mon ressourcement en tenant compte des dimensions de ce qui me constitue de ma personne, de mes centres d'intérêt. Quel finalement engagement j'avais, c'est-à-dire dans l'aspect de constance, de continuité, d'effort que ça nécessitait d'une présence, mais aussi parce que ces dimensions étaient pour moi finalement sans cesse interrogées et que j'ai ainsi appris et réappris à ouvrir à la fois mon regard, mais mes oreilles aussi, et ma disponibilité d'être moi-même vrai dans cette rencontre aux autres et au plus près, tenter finalement de les découvrir. Qu'a-t-il pu être à ce moment-là acceptable pour moi ou inacceptable pour que dans cette dissymétrie d'accompagnement, je puisse être interrogée, éveillée et puis à ces situations nouvelles. Quelque part, pour que je puisse être responsabilisée. Tout à l'heure, on parlait de puzzle à un moment donné, je ne sais plus qui a dit ça. Comment, justement, ce puzzle m'a permis de faire un chemin commun. Parce que je crois que finalement, à travers ça, j'ai vécu une forme de naissance, de reconnaissance, enfin, voilà, de quelque chose de cette humanité qui se rencontrait. Voilà. Et que sans doute, l'autre aspect, c'est que je serais sans doute passée à côté des personnes que j'ai rencontrées, pas toutes, mais certaines. S'il n'y avait pas eu ça, alors que dans le quotidien, je ne les aurais pas forcément dans la rue, on ne se serait sans doute pas les unes et les autres reconnues. Et c'est là l'aspect un peu solidaire de ces temps qui ont été vécus. Merci. Oui, je remets une couche là, mais je vais être assez bref, tu n'auras pas à m'interrompre. Question que je me pose, là, c'est qu'on est quand même dans le paradoxe. Parce que la relation à l'autre, c'est-à-dire que la vie de la cité, c'est la relation à l'autre, c'est le lien social, ne peut pas fonctionner sans la tolérance. Mais la vie de la cité, elle a besoin de régulation, elle a besoin d'un cadre, elle a besoin de lois, qui sont aussi les limites qu'on est obligé de poser en même temps. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Applaudissez-le, parce qu'il a besoin d'applaudissements pour rentrer à Créteil ce soir. Voilà. On va donner la parole à Jacques. Ensuite, Armelle, elle n'est pas partie. Et puis ensuite, vous aurez la conclusion philosophique de Paul Louvet-Dubuc. Je vais être vraiment très, très bref. C'est pas dans ces lieux. Le sens de ma démarche a été de pouvoir dire au personnel des urgences qui, en tant que réanimateur, me vénéraient, il ne faut pas exagérer. Et quand j'ai commencé à m'occuper des sans-abri, les mêmes m'ont dit « Écoute, t'es gentil, mais tes clodos, tu te les gardes. Ils puent, ils sont bourrés, donc t'es gentil, tu ne nous les envoies plus aux urgences. » Et que la seule réponse à ce moment-là,
à part c'est pas bien, on ne peut pas parler comme ça, c'est de se référer à un certain nombre de philosophes qu'Emmanuel ne connaît pas bien, mais j'ai bon espoir, qui seraient Lévinas sur le visage de l'autre et Paul Ricoeur sur la mêmeté et l'ipséité. Donc, c'est une première chose. Deuxième chose, quand on est professionnel auprès de ces publics très désocialisés, on est obligé de faire un deuil personnel. Et c'est très important de le faire. Ce deuil, moi, en tant que médecin, j'étais censé soigner des gens et, si possible, les guérir. Et on ne les guérit pas. En tant que travailleur social, je suis censé les réinsérer. On ne les réinsère pas. Et donc, ce deuil de notre utilitarisme est quelque chose de très important parce que ça nous remet, en position de dialogal avec l'autre. Un médecin normal, vous êtes derrière votre bureau, vous avez une blouse blanche et vous prescrivez des médicaments à des personnes qui sont assez polies pour ne pas vous dire que de toute façon la moitié, ils ne les prendront pas parce que leur belle-mère a eu le même traitement et ça ne lui avait pas réussi. Mais ils sont polis. Et comme de toute façon, beaucoup de pathologies guérissent toutes seules, la question est, voilà. Là où vous vous trouvez dans un face-à-face avec quelqu'un, médecin, archevêque ou ministre, ils s'en fichent complètement. Et s'ils ont envie de vous traiter de con, ils vont le faire. Et ça met la relation beaucoup moins asymétrique qu'elle l'a été. Voilà. Donc le deuil me paraît important. Faut-il tout tolérer ? Il faut simplement connaître, par exemple, il y a des moments où c'est pas on est obligé de dire non, parce que sans faire de la psychanalyse de mauvais étage, ils ont besoin beaucoup qu'on leur fixe des limites. Parce que c'est des pères absents, c'est une enfance extrêmement chaotique, et avec souvent un père absent, et on ressent vraiment l'impression qu'à un moment, ils vont aller jusqu'à ce qu'on leur dise non. Et ça, c'est quelque chose qui est difficilement compréhensible, qui a l'air un peu condescendant vis-à-vis de ces personnes, mais qui correspondent véritablement à quelque chose. Vous pourrez d'ailleurs écouter Jacques Assin. Alors moi, je fais, c'est comme dans un talk show, le 8 et 9 septembre, je ne sais pas si ce sera le 8 ou le 9, mais à la Sorbonne, on a notre université d'été, et on avait compris que finalement, le concept de mort sociale, qui n'est pas employé dans le contexte de la précarité sociale, était un sujet à prendre en compte. Et pour les personnes qui veulent vraiment le scoop de la soirée, qui leur permettra de s'endormir d'une manière bienveillante, heureuse et avec beaucoup d'attentes de cette université d'été, on a finalement trouvé le titre de notre université d'été. Tu te rappelles du titre de l'université d'été, Paul Loup, ou pas? Parole à ceux qui inventent l'éthique. Je ne vous dis pas ce qu'il y aura dans l'université d'été, mais il va se passer quelque chose d'intéressant. C'est, on veut rendre hommage, après 20 ans d'existence d'un espace éthique, à ceux qui, au quotidien, dans le milieu associatif, sur le terrain, que ce soit dans le domaine du soin ou dans d'autres domaines, inventent aujourd'hui une éthique en acte, une éthique impliquée, une éthique engagée. Je ne vous en dis pas plus, parce que j'ai toujours tellement peur de la concurrence. Et je donne la parole à Armelle. C'est de la totale improvisation, je dois le dire. Donc, je dirais très rapidement, mais j'ose pas dire toujours très rapidement. La première chose, c'est que sur l'origine du mot tolérance, là je me lance, j'ai aucune certitude. Il me semble que ça viendrait du verbe tolo, qui veut dire porter, supporter en latin. Et ça donne immédiatement le premier caractère de la tolérance, c'est que c'est un effort, c'est pénible, c'est lourd. Je crois que c'est déjà très suffisant de dire ça. En un premier temps, ça demande un effort. Et on pense à la figure de Atlas en mythologie qui porte quelque chose de lourd, qui l'écrase, et en même temps qui le soulève. Donc c'est quelque chose qui écrase un petit peu, qui est difficile, mais qui soulève quelque chose, qui soulève quoi? Un espace, une valeur, je ne sais pas. Le deuxième point, c'est que la notion de tolérable ou d'intolérable est éminemment évolutive. C'est-à-dire que nous jugeons du tolérable, de ce qui est bon ou mauvais de tolérer, hic et nunc, ici et maintenant, dans cette société-ci, en ce moment-ci. Et lorsqu'on fait l'histoire des limites du tolérable, on se rend compte que c'est extraordinairement mobile. Il n'y a pas si longtemps, l'homosexualité était intolérable, le mariage homosexuel était impensable. Inversement, des délits comme la pédophilie étaient quand même
je dirais, pardonnables s'ils étaient justement abandonnés. On le voit exactement en ce moment. Or maintenant, c'est totalement impardonnable, etc. Il y a donc une évolution du tolérable et de l'intolérable, et non seulement au niveau de la société, mais aussi au niveau individuel. Lorsque vous avez dit « maintenant, je ne tolérerai plus ça, je ne le tolère plus », c'est-à-dire l'expérience individuelle fait qu'une chose qu'on tolérait, quand on était jeune, on acceptait d'eux, ou dans une pratique professionnelle, et maintenant on ne le tolérera plus. Il y a donc un apprentissage de la tolérance ou de l'intolérance qui est social ou individuel aussi. Le troisième point que je voulais dire très rapidement, c'est que qui me dira ce qui est bon ou mauvais à tolérer maintenant, qui va me le dire? Quelle est la responsabilité de ce qui va me le dire? Parce que finalement, c'est assez ambivalent, la tolérance. Quelque chose qui est bon et quelque chose qui est mauvais. Où est le partage entre le bon et le mauvais? Donc, il y a à savoir quelle est l'autorité ou quelle est l'instance à l'extérieur, le droit ou la médecine, la tradition, ou moi, ma règle morale, mon autonomie morale, qui va me dire non, ça c'est pas bien, ou ça c'est bien à tolérer, je ne sais pas. Il y a donc une très grande difficulté, une grande ambivalence dans cette notion de tolérance, mais elle est faite pour être réduite. Et enfin, tolérer, c'est un travail, comme je l'ai dit, et c'est un travail à partager. Tolérer, c'est apprendre à tolérer, et c'est apprendre à faire tolérer. On a parlé beaucoup de transmission. Je crois que la tolérance est essentiellement, comme le disait d'ailleurs monsieur le médecin tout à l'heure, c'est dans un service, c'est apprendre à faire tolérer des choses aux autres. Et il y a beaucoup de travail qui s'est dit ici, qui est justement dans cette transmission, c'est augmenter l'espace de compréhension dans les liens et dans les liens interpersonnels, mais c'est aussi un gros travail à faire. Voilà, merci. Donc Armelle Debru, qui est professeur honoraire d'histoire de la médecine et de philosophie, et vous faites sur Internet le sens des mots. Vous marquez Armelle Debru et vous allez voir les définitions qu'elle donne. Également, et je dis pour les gens qui fréquentent un peu l'espace éthique, Armelle a été également à sacrifier des mots qu'on n'a plus le droit d'utiliser à l'espace éthique, c'est-à-dire il y a les mots qu'elle honore et les mots qu'elle rend à ce point suspect qu'on ne les utilise plus. Le mot autonomie, par exemple, c'est un mot scandaleux pour Armelle. Bon. Donc regardez un petit peu la vie, l'œuvre. On attend en tous les cas ce livre, Le sens des mots par Armelle Debru.